richesse, mais qu'il se retrouve classé parmi les pays les plus pauvres du monde, ce malgré la présence de nombreuses missions internationales sur son sol. Qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Que vaut alors la coopération entre la République centrafricaine et la communauté internationale? On en parle ce matin et comme vous le savez, c'est une émission en co-présentation avec bien sûr Juspi Romon. Bonjour. Bonjour Bachir. Alors, aujourd'hui, ce matin, nous avons 4 panélistes qui sont avec nous sur ce plateau pour débattre de ce sujet. Nous avons le docteur Yam Timba qui est analyste politique, économiste. Bonjour. Bonjour, Gypsy. Merci encore pour l'invitation et puis d'avoir accepté d'être encore avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau que vous illuminez de votre sourire. Merci. Alors, merci aussi. Notre deuxième invité est M. Bandakani, homme politique. Bonjour. Bonjour. Gypsy. Ça se passe bien ce matin? Ça ressemble à vos couleurs. Merci encore pour l'attachement que vous tenez à notre nation. Merci beaucoup, merci. Nous sommes très heureux d'être accueillis ici. Bibarala Kwe. Alakwa Barala. Alors, notre troisième invité est M. Serge Espoir Matumbake, en politique aussi. Bonjour. Bonjour, Madame Romon. Une fois de plus encore, merci. J'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça le nom. Bienvenue. L'appellation de votre nom, merci de m'avoir convié sur votre plateau. Alors, notre dernier invité est M. Passion Parfait, d'homme qui est homme politique aussi. Bonjour. Bonjour, princesse Gypsy. Ça va ce matin? Vous êtes la lumière qui éclaire complètement cette télévision centrafricaine. Et c'est très heureux pour nous d'être sur ce plateau avec toi, mais surtout de nous presser, de hâter, n'est-ce pas, le mouvement pour répondre tous les jours à vos invitations. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Merci pour l'attachement que vous tenez à notre nation. Alors, Bachir, tu as la parole. Oui, déjà, j'en profite aussi pour dire bonjour à nos invités. Je n'avais pas passé ces civilités, monsieur. Good morning, bonjour, Barala, à vous tous. Et vous le savez, il y a beaucoup d'hommes politiques sur le plateau. Et c'est aussi, il faut bien le préciser, à la fois des géopolitiques et bien sûr des géostratèges, géoéconomiques également, puisque nous aborderons des questions économiques tout au long de cette édition. Président Bandakani, je voudrais commencer d'entrée de jeu avec vous. Nous parlons de la coopération entre la République centrafricaine et la communauté dite internationale. Ces relations ou cette coopération qui date de plusieurs décennies, si je m'en tiens seulement aux périodes coloniales et aujourd'hui post-coloniales. Vous irez certainement plus loin nous rechercher des éléments. Alors, quelle est votre lecture de cette coopération? Je crois que quand on analyse des rapports que vous appelez rapports de coopération, oui, qui lient des pays et qui lient un pays, ce qu'on appelle les institutions internationales, on peut l'aborder de deux manières. On peut rester dans le cadre formel, formaliste, c'est-à-dire la structure juridique des relations internationales. Ce sont des traités, la Charte des Nations Unies, oui, les structures juridiques qui fondent les institutions internationales et structurent les relations entre les États et ces structures-là. oui. Alors il y a des usages, il y a des coutumes, il y a des traditions qui sont respectées. Ça, c'est la diplomatie. Il y a des gentlemen agreements, n'est-ce pas, qui structurent ces relations-là au-delà des tests. Alors, donc, on peut croire que quand un pays sacrifie à ses exigences internationales, il respecte les traités, il reçoit les ambassadeurs, il remplit ses charges à l'ONU, et apparemment c'est vice-versa, alors tout va bien. C'est une lecture formaliste, c'est ce que je veux dire. Et dans le cadre de cette lecture formaliste, il est difficile d'interroger et d'évaluer, ne serait-ce que publiquement, les résultats obtenus dans le cadre de ces relations-là. Parce que les rapports de force, en ce moment-là, entrent en jeu. Il est difficile d'évaluer publiquement, par exemple, les rapports entre une ancienne colonie et l'ancienne tutelle coloniale, par exemple. C'est très compliqué, vous ne ferez pas ça en public. Le discours, le langage international tel qu'il s'est constitué fait qu'on ne dit pas certaines choses en public. On ne dit pas certaines choses. Même si vous êtes fâché, comment vous ne dites pas certaines choses. Vous comprenez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les usages des relations internationales qui masquent les rapports de force. Pour être plus concret.
faut comprendre. L'État centrafricain, par exemple, le président de la Centrafrique ne peut pas dire n'importe quoi publiquement. Il est tenu par les contraintes internationales. Je vais être concret. Même s'il n'est pas content de certaines choses, il ne peut pas le dire. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour tous les présidents africains. Ils ne peuvent pas dire certaines choses ouvertement. Est-ce vrai également pour ceux d'en face? Non, mais jamais. C'est ça que j'arrive. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas seulement se limiter à ce que j'appelle les aspects formels des relations internationales pour analyser leur évolution. C'est pour ça qu'il faut maintenant partir d'espoir de la réalité. Vous comprenez? Et cette réalité, elle est claire. Et là, ça va être le deuxième angle de mon analyse. On ne peut pas comprendre les relations internationales si on évacue comment ces relations internationales ont été construites. Elles ont été construites sans l'Afrique. L'Afrique n'a pas participé à la rédaction, à la structuration du droit international, à quelque niveau que ce soit. Historiquement, c'est une affaire des arrangements entre les Européens pour gérer les relations entre les pays européens. Alors, Monsieur Bandakani, en vous écoutant parler, si on vous demandait de sortir les résultats, selon vous, est-ce que ces résultats seront-ils positifs ou négatifs? Négatifs. Expliquez. Négatifs. Les faits sont là. Les faits sont là. Et la meilleure façon d'évaluer ça, c'est quoi? Les relations internationales, à partir de la Constitution des Nations Unies, en 1948, se sont vantés d'un exploit, entre guillemets, celui d'avoir permis l'accession des pays colonisés aux indépendances. Ça, c'est leur fait d'armes, entre autres. Et je laisse décousser les instruments classiques de coopération diplomatique. Vous comprenez? Or, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Sans nous prévenir, on a organisé de la recolonisation. Si vous vous vantez d'avoir conduit le pays à la reconnaissance internationale... Alors, qui organise cette recolonisation? L'Occident. Et que vous organisez la recolonisation, ça veut dire que vous avez échoué. Parce que le but de l'indépendance, ce n'est pas de ramener les gens à la colonisation. Et maintenant, cette dynamique de recolonisation se fait sous des pratiques inélégantes, pour rester poli, j'allais dire du banditisme diplomatique. Quand, par exemple, à l'ONU, les ONG sont intégrées dans le droit international, dans le champ de représentation diplomatique à l'ONU, sans l'avis des Africains. Ça fait qu'un chef d'État africain a pour interlocuteur, par exemple, excusez-moi de dire ça, un petit garçon ou un petit président d'ONG. Mais ce n'est pas possible. Je prends seulement le cas. Quand vous observez la présence des missions de paix des Nations Unies dans les pays africains, vous prenez le cas de la RDC, ça fait bientôt 60 ans qu'ils sont là-bas. La MONUSCO. Personne ne les évalue. Quand même le président de la RDC les interpelle, ça c'est le président Kabila, ils disent qu'on ne bouge pas d'ici, ça c'est qu'on démocratise votre pays. Mais ce n'est pas dans leur mandat. Les missions de paix ne sont pas des missions de démocratisation. Ce n'est pas dans leur mandat. Regardez la MONUSCO. Mais c'est au Conseil, ils doivent juger? Non, je dis que ce n'est pas dans leur mandat. Quel que soit dans le Conseil, le président Kabila a demandé leur départ ouvertement. Ouvertement. Ils lui ont répondu qu'on ne part pas d'ici parce que ce pays, on n'a pas fini de démocratiser le pays. Mais c'était par leur mandat. Vous comprenez? Je vous prenez l'exemple de la MONUSCO ici. Mais que fait la MONUSCO ici dans ce pays? Ils sont là pour le maintien de la paix. Ah ben on voit très bien que ça signifie. Le maintien de la paix, ce n'est pas coopérer avec les groupes rebelles. Ce n'est pas piller les richesses, ce n'est pas voler les richesses de la Centrafrique. Plusieurs fois, on les a attrapés dans leur conteneur, les richesses qui sont pillées, comme des petits bandits en train d'aller cacher ça, on ne sait pas où. Ce n'est pas leur rôle. Et puis qui évalue leur mission ici? Est-ce que l'État centrafricain est en mesure d'évaluer leur mission publiquement et de dire qu'écoutez, nous estimons qu'à ce niveau-ci, c'est bon, votre travail est terminé, rentrez chez vous? Ce n'est pas possible. D'abord, il y a eu ce débat ici, je n'invente rien. Je pense que le président de votre Assemblée nationale, si je me souviens bien, a posé ce débat de manière publique, évaluer leur mission ici et dit carrément que, écoutez, vous n'avez plus rien à faire ici. J'ai suivi ça. Mais quelle était la réaction de la MONUSCO? C'est comme si personne ne parlait. C'est comme si celui qui parlait là, il est même qui, il sort d'où? Vous voyez donc que c'est autre chose. C'est autre chose. Quand vous observez, par exemple, le fait qu'on met la RCA sur embargo militaire, l'armée de ce pays, qui doit remplir des tâches régaliennes de sécurité, on la met sous embargo et pendant ce temps, on arme les rebelles. Pas seulement sur le marché noir. Nous avons des éléments qui montrent clairement que la MONUSCO est impliquée à fond dans l'armement des rebelles, des groupes rebelles. Est-ce leur mission? Est-ce leur mission? Est-ce leur mission de devenir des vendeurs de matières premières? Il y a des éléments. Donc, ce sont des faits qui posent sur la table le niveau et la qualité de nos relations avec ce qu'on appelle les institutions internationales et ce qu'on appelle le droit international. On ne peut pas être là. Nous, on croit au droit international. Pendant ce temps, ceux qui ont mis ça en place n'y croient même plus. La révolution de couleur, ce n'est pas le droit international. Le soutien à des groupes rebelles, à des groupes politico-militaires, élever les groupes militaires, non, les groupes terroristes au niveau d'interlocuteurs politiques,
C'est pas ça. C'est pas écrit dans les relations internationales. C'est écrit où? Vous estimez que ce droit international est adapté selon les circonstances? Oui, donc vous êtes poli. Non, il est déconstruit par ceux qui l'ont mis en place. Il est déconstruit par les puissances occidentales, les États-Unis, l'Angleterre, la France, maintenant l'Union européenne. Mais on va citer combien de cas. Regardez les cas libyens. Regardez ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui. Regardez le sort qu'on réserve à la plainte du Mali aux Nations Unies. Un pays vous dit que j'ai les preuves qu'une puissance, membre du Conseil de sécurité, arme les terroristes chez moi. Mais regardez le sort qui est là. On fait tout pour ne pas recevoir la plainte du Mali. Ça se voit. Mais ça aurait été une puissance occidentale. Tout rapidement, ça se serait accéléré. Alors, peu importe comme on parle des procédures, les procédures, ça ne veut rien dire. Il y a une procédure d'urgence. Si je suis membre d'une organisation et que je suis dans une urgence et que je ne suis pas à mesure de faire étudier mon cas, mais il y a un problème. C'est un problème sérieux. Donc, tous ces éléments-là, toutes ces situations montrent que ce droit international est en conflit avec nos intérêts. Maintenant, il faut le faire évoluer intelligemment. On est d'accord là-dessus. Mais à ce moment-là, les pays africains doivent regarder ce que ceux qui sont en face font. Quand ils créent les groupes terroristes, ils ne vous le disent pas. Ils se réunissent la nuit pour le faire. Si vous parlez des gens qui sont en face, vous faites allusion à qui? Les Occidentaux. D'accord, toujours les Occidentaux. Oui, les Occidentaux. La France, l'Angleterre, les États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'Occident collectif. Quand ils créent les groupes rebelles, ils le font la nuit. Là, maintenant, c'est plus un débat parce qu'on a les preuves maintenant. Ce n'est pas nous qui avons fait Wikileaks, c'est pas nous. Wikileaks, Julian Assange, ce n'est pas un Africain. Il a des dossiers, allez fouiller, vous allez voir. Vous allez voir comment on crée les groupes terroristes. C'est créé officiellement. Ce sont des structures officielles qui les créent. Mais la nuit, on les pousse. Et le jour, on vient s'asseoir avec nous, on discute. Mais pendant ce temps, toi qui es assiégé par un groupe terroriste, et tu es en face de quelqu'un qui, en fait, est leur parent secret, la discussion est sur quelle base? Tu es déséquilibré. Parce que quand ton pays est divisé en deux, c'est la coupe des terroristes. Tu vas négocier avec celui qui leur donne les armes. Comment tu fais? Il va te dire que mais pour que l'affaire là s'arrête, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et tu vas aller te plaindre où? Tu vas à l'ONU, il est membre du Conseil de sécurité. Tu vas à l'ONU, il paralyse les circuits pour des procédures de l'ONU parce que non seulement il a une puissance, mais les alliés qu'il a les alliés même qu'il a, y compris sur le continent africain, sont en mesure de bloquer une procédure que toi, pays africain menacé par exemple par le fléau terroriste, une démarche que tu as engagée. On vit ça tous les jours sur le cas africain. Donc il est temps de poser sur la table la question de l'actualité de ces relations internationales en général et particulièrement en RCA. La présence de la MINUSCA doit faire l'objet d'un débat sérieux au niveau national. C'est pas un tabou, c'est pas interdit. Pourquoi on ne peut pas parler de la MINUSCA ici? Mais au fait, ces débats ne sont pas débattus ici? Mais il faut le faire publiquement. Quand je dis un débat, ce n'est pas seulement un débat. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour que l'État centrafricain soit en mesure de mettre sur la table internationale la question de la présence de la MINUSCA en Centrafrique. Très bien, on y revient. C'est pas un tabou diplomatique. On reviendra à vous, Président Bandakani. Merci pour ce premier jet. Docteur Yamb, quand on parle de richesse, on voit directement la RCA avec tout ce que ce pays regorge. Je ne vous apprends pas, c'est vous qui nous disiez, il y a 2 éditions ici que à ce jour, la richesse du sol et du sous-sol centrafricain était évaluée à environ, c'était quoi, 1 milliard? C'était quoi? 1 million. 800 000 milliards de francs CFA. CFA. Ce n'est pas toute la richesse. Oui. C'est juste les minéraux dont l'existence et les quantités sont prouvées, et cela représente 16% du territoire national. Cela voudrait dire que chaque Centrafricain aujourd'hui, là, tout de suite à l'instant, a une richesse prouvée de 333 millions de francs CFA. Chaque Centrafricain. Chaque Centrafricain. Alors là, nous partons sur la base de quoi? La démographie évaluée à oui, la démographie actuelle, 6 millions d'habitants. Chacun a 300 millions de francs CFA de fortune personnelle. Oui. Faites très attention. Et si vous transformez... D'accord. Et si vous transformez cette richesse, si vous transformez cette richesse, en supposant que les produits finis représenteraient 20% au moins, 20 fois plus que cette valeur, alors chaque Centrafricain est potentiellement riche de 6 milliards de francs CFA. Actuellement, là, à l'instant. Mais il n'y a que 16% du territoire qui a été prospecté. Donc chaque Centrafricain, c'est 6 milliards de francs CFA de fortune. L'équivalent, si on répartissait tout ça entre les 6 millions de Centrafricains. Alors, prospection,
transformation de cette matière première, définitivement les Centrafricains sont riches, et riches dans la coopération, il faut bien le dire. C'est quand même l'un des pays africains qui a le plus grand nombre de missions internationales. La coopération est très forte, quel que soit le secteur. Mais comment on explique finalement que cette richesse ne soit qu'un mirage? C'est le bal des vautours. C'est le bal des vautours en RCA, et c'est quelque chose qu'il faut absolument questionner et réorganiser. Contrairement à ce que pense la communauté dite internationale, contrairement à ce que pensent les organisations internationales, et contrairement à ce que pense la France, l'organisation actuelle de la coopération de la RCA avec le reste du monde est un gâchis pour tout le monde. Si ce pays était plus libre, souverain, il pourrait éventuellement être un bon partenaire technique, un bon partenaire économique, un bon partenaire financier, un bon partenaire politique, par exemple pour la France. En ce moment où le gaz se fait rare, le Centrafrique en regorge. Mais malheureusement, il se trouve que certaines décisions prises à certains niveaux ne sont pas forcément celles qui sont de nature à installer la paix entre le Centrafrique et ses amis. Là, on parle, je vais prendre deux axes, si vous voulez, j'analyse ça sous deux angles. Commençons par la mission de la MINUSCA. D'abord, c'est une chose assez extraordinaire, parce que tout le monde dit, oui, mais la MINUSCA est là depuis 8 ans. Elle n'est pas là depuis 8 ans, elle est là depuis 12 ans. Parce que ça a commencé par le BINUCA, ensuite la MISCA, et après on a cette MINUSCA. En fait, ça fait 12 ans. La Deuxième Guerre mondiale, je le note, a duré 6 ans. On a eu le temps de régler le problème, et on avait quand même les difficiles armées allemandes, japonaises, etc. Mais là, on a quelques bandes qui seraient plus considérées dans des circonstances normales comme des bandes de bandits, que 17 000 personnels armés de la MINUSCA n'arrivent pas à débouter. Il y a quand même là un problème. 17 000 hommes. C'est ça, le personnel armé de la MINUSCA. Alors, vous avez 17 000 hommes qui ne sont pas capables de mettre la paix dans ce pays depuis 12 ans. Il y a quand même un sérieux problème. Et le fait d'avoir une armée de 17 000 hommes dans un pays comme le Centrafrique, qui est doté quand même d'un budget qui équivaut à 2 fois le budget de l'État centrafricain, c'est un problème. Sur le plan stratégique, sur le plan sécuritaire, sur tous les plans, c'est un sérieux problème. Parce que cela veut dire qu'au fond, il y a des gens qui gèrent quelqu'un dans ce pays, qui gère un budget plus important que celui que gère le président de la République. C'est inacceptable. Aucun pays au monde ne peut accepter une telle brèche de sécurité. Et je pense que si on en est arrivé là, c'est parce que la fameuse communauté internationale estime, et je vous le dis encore, que le Centrafrique n'est pas un État, que le Centrafrique n'a pas à prendre la parole sur la scène internationale. On peut laisser ce que le président Bandakane appelait le formalisme. Alors, docteur Yam, c'est pas parce que la Centrafrique, au lendemain de la signature de ces traités, n'a pas eu le temps d'analyser l'ensemble de ces traités au fond. Ce n'est pas le problème, autant pour moi, je voulais dire. Alors, où se situe le nœud du problème? C'est au niveau du partage des dividendes ou bien? Au niveau de la brutalité avec laquelle les gens ont l'intention de piller, la brutalité avec laquelle les gens pillent l'Afrique et ont l'intention de continuer à la piller. Ça n'a rien à voir. J'entends des gens qui devraient faire un peu attention à la misère dans laquelle vivent les populations africaines et les populations centrafricaines. Je les entends dire, ouais, mais les Centrafricains sont responsables de ci, sont responsables de ça. Vous avez déjà entendu un jour quelqu'un dire que les Juifs sont responsables de la Shoah? Il faut que nous soyons sérieux et rigoureux. Il y a des gens qui sont à l'origine de quelque chose. Et vous accusez les victimes? Mais si vous vous levez un matin, vous accusez les Juifs d'être victimes, d'être sous une forme ou sous une autre responsables de la Shoah, c'est scandaleux. Mais comment faisons-nous en Afrique pour trouver quand même le moyen de rendre responsables des gens qui sont des victimes résignées, matraquées, martyrisées? Il y a la venue des martyrs ici à Bangui. Alors des gens sont martyrisés et vous trouvez quand même le moyen de dire qu'ils sont responsables de je ne sais quoi? Il y a quand même un problème. Les Juifs ont subi la Shoah et nous devons tous les jours rappeler
qu'ils ont subi ça, parce que c'est pas eux qui l'ont imaginé. Et donc, nous devons... L'histoire qui oblige. Nous devons... C'est les faits historiques, effectivement, c'est l'histoire. Nous devons donc rester dans cette même logique de l'honnêteté intellectuelle, de la lucidité, pour dire que le Centrafricain est victime d'un pillage à ciel ouvert. Et donc, dans le cas de la MINUSCA, normalement, la MINUSCA, l'armée de la MINUSCA devait être sous commandement centrafricain. Parce qu'ils viennent pour une mission de maintien de la paix. Mais vous venez pour donner un coup de main. D'ailleurs, c'est écrit. Nous venons accompagner le pays, l'aider à retrouver, à restaurer la paix. Mais vous ne venez pas avec votre propre agenda. Ça veut dire que vous venez coloniser, en fait, le pays. C'est comme ça que les colons s'installent. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur agenda. Ils ne sont pas sous le commandement de l'armée locale. La MINUSCA devrait être sous le commandement du chef d'état-major de l'armée centrafricaine. Et donc, sous le commandement du président de la République de Centrafrique. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas, je vous le dis, parce que c'est l'expression de la brutalité avec laquelle les gens veulent continuer à piller l'Afrique et le Centrafrique. La RCA n'avait pas son mot à dire au moment d'envoyer ses n'a d'ailleurs jamais eu son mot à dire. Est-ce que la RCA a davantage son mot à dire aujourd'hui? Pas tout. Alors que les hommes de la MINUSCA devaient être sous le commandement direct du président de la République, parce que c'est l'ONU, le Centrafrique étant membre de l'ONU, l'ONU dit je vais apporter du soutien à un de mes membres. Si j'apporte du soutien à un de mes membres, ça ne veut pas dire que je m'installe et je suis indépendant. Ça veut dire que je lui dis, je t'envoie, exactement comme quand on envoie l'aide. Quand on envoie l'aide, vous gérez. Donc, c'est une aide. Et ces gens-là devaient tous être sous le commandement de l'armée centrafricaine. C'est l'agenda de l'armée centrafricaine qui devait fonctionner. Ce n'est pas leur propre agenda. Et donc, l'évaluation irait de soi à partir du moment où le Centrafrique sait évaluer sa propre armée. Donc, ça, c'est la première chose par rapport à ce qui concerne la MINUSCA. Et donc, le budget de 1,2 milliard serait mieux géré. Et les gens ne viendraient donc pas ici avoir des salaires 10, 20 fois, 30 fois supérieurs à ceux de l'armée de Centrafrique. Ils auraient les mêmes salaires et tout cet argent servirait, parce que vous venez donner de l'aide, si vous venez assister un ami, un partenaire, mais vous ne viendrez pas l'assister en ramassant au passage la totalité des ressources qui doivent être mises à disposition. Les chars, les véhicules, tout ce qui rentre dans le cadre de la MINUSCA devait être sous commandement du président de la République centrafricaine. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la logique est haute. La dernière chose sur laquelle je voudrais deviser un peu, c'est la coopération spécifique avec la France. Là, c'est un sérieux problème. La France a colonisé ce pays pendant 60 ans, de 1899 à 1959. La France maintient ce pays sous néocolonisation depuis 1959 à aujourd'hui. Comment? Mais simplement à cause des choses comme le franc CFA. En réalité, tout ce qu'un Centrafricain fait, la France prélève sa commission au passage via le franc CFA. Si vous achetez vos boucles d'oreilles, Madame Gypsy, au marché, sachez que chaque fois que vous les avez achetées, que ce soit 100 francs ou que ce soit 10 000 francs ou que ce soit 100 000 francs, la France prend une commission au passage parce que vous utilisez le franc CFA qui est sa propriété. Et elle l'a rappelé quand il a fallu en discuter en Afrique de l'Ouest lors de la création de l'ECO. Ils ont rappelé qu'ils avaient la propriété intellectuelle dessus et que c'est leur affaire. Donc, il se trouve que la France tient le Centrafrique en laisse à cause du franc CFA. Depuis longtemps, tout le monde rêve d'avoir le chemin de fer Bachenga-Bangui qui réduirait considérablement les coûts logistiques et rendrait les produits beaucoup moins chers. Bachenga au Cameroun. Bachenga au Cameroun jusqu'à Bangui. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? À cause du franc CFA. Le Cameroun, en accord avec le Centrafrique, avait évalué et avec d'autres pays. Mais l'une des raisons évoquées, c'est les crises à répétition aussi. Non, pas du tout. Il n'y a pas de crise ici en Centrafrique. En tout cas, les Centrafricains ne sont responsables d'aucune de ces crises. Je crois que le président Bandakani a rappelé un certain nombre de choses par rapport à il y reviendra, etc. Il n'y a aucune crise en Centrafrique dont les Centrafricains sont responsables. Toutes les crises qui ont lieu en Centrafrique sont des crises, malheureusement, qui sont liées à cette prédation internationale qui se manifeste, dont là, par exemple, par le franc CFA, par la langue française,
Mais heureusement que la question du franc CFA est réglée avec le Sango Coin et par la langue française et l'impérialisme culturel. Pourquoi devrions-nous être en train de parler en français ici? Nous devrions être en train de parler le Sango. 80% des Centrafricains parlent le Sango. Alors pourquoi est-ce que pour nous adresser aux Centrafricains, nous allons utiliser le français? C'est l'impérialisme culturel. En fait, c'est un moyen qui permet de maintenir la domination de la France sur le Centrafrique. Parmi les accords secrets, il était dit, vous ferez du français la langue officielle, la langue d'administration et la langue d'éducation. Or, ce serait plus intéressant que ce soit le Sango qui utilise cette place. Dernière chose, vous allez voir par exemple que dans ce pays, vous avez les questions de rédaction de la Constitution de 2016. Hier, on a su que, en fait, l'ambassadeur de France était là, il disait ce qu'il fallait. Et puis, on a appris que Madame Panza, à qui la Centrafrique doit aujourd'hui rendre un hommage, avait refusé de brader les matières premières le dernier jour qu'elle a passé au palais présidentiel sous la pression d'un certain nombre d'étrangers qui bousculaient, voulaient qu'elle signe quelque chose. Elle a refusé. C'était voilà, M. Yves Le Drian et elle a refusé. Donc, elle a préservé quelque chose en se sentant grâce au fait que ça venait de cette tripe qu'elle est centrafricaine et qu'elle ne peut pas se permettre de lâcher quelque chose. Je note des choses quotidiennes et je sors par là. Le coût de la connexion à Internet à Bangui est exorbitant. Des télécommunications exorbitants. Mais vous ne pouvez pas aller sur Internet. Mais les gens vont critiquer le projet Sango en disant ouais, mais il n'y a pas Internet là-bas. Les Centrafricains ont une société qui vend la connexion à Internet. Le Centrafrique en a. Non. Prédation internationale. Ça veut dire que les gens sont là. En fait, ils ne se soucient pas du tout, ils ne soutiennent pas vraiment le projet présidentiel. Parce que s'ils soutenaient le projet présidentiel, ils devraient réduire le coût de des télécommunications d'au moins 90%. Or, on ne le fait pas. Ça permettait d'ailleurs d'avoir un marché un peu plus grand et de pouvoir aider le pays. La consommation évoluerait. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'au fond, il y a des éléments et des mécanismes de blocage de l'évolution de ce pays qui sont là et qui relèvent de cette coopération internationale qui ne vise pas le développement du Centrafrique, mais qui vise simplement à prélever. À prélever. Vous comprenez pourquoi le président a lancé dans le projet Sango pour contourner les mécanismes du franc CFA qui auraient exigé que 50%, mais probablement jusqu'à 80% du montant de 1 800 000 milliards de francs CFA, ça se serait retrouvé dans le trésor français et les Centrafricains n'auraient eu que leurs yeux pour Merci, Dr Yamba. Patient parfait d'homme, on se retourne vers vous, très cher homme politique. Patient d'homme, quand on a écouté les uns et les autres, la question qui me viendrait à l'esprit, en prenant en compte le fait que Dr Yam a d'ailleurs rappelé que tout ce qui arrive à la RCA n'est pas la responsabilité des Centrafricains eux-mêmes. Mais cela n'empêche, on doit quand même questionner la responsabilité des hommes politiques en République centrafricaine. Vous êtes sans ignorer, comme vous connaissez mieux la liste de tous ceux qui ont défilé à la tête de cet État. On part de Boganda à Touadéra, en passant par Kolimba, Dako, Bokassa, Patassi, Bouzizi, Samba Panza, Diotodia, etc. J'espère n'avoir oublié personne, mais toutes ces personnalités sont passées à la tête de l'État centrafricain. Mais pour quel résultat? C'est une excellente question, mon cher Bachir. Et ça pose la question fondamentale. Quelle est cette question fondamentale? De notre rapport, des êtres humains que nous sommes, vis-à-vis de notre capacité, de notre volonté, de courage qu'on doit avoir pour essayer d'évacuer les éléments de blocage qui ne permettent pas nous aussi de voir le soleil. Et ça pose la question d'une nécessité, d'une urgence de la refondation de la pensée de l'homme noir en général, au point où on nous fait le reproche, tout le temps le reproche. Ah oui, mais vous avez fait l'état des lieux, votre diagnostic il est implacable, il est juste, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous attendez pour transformer cette réalité? Et là, nous sommes face à un leader, à un leadership éclairé qui propose des solutions pour transformer la réalité. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est au sein de ce peuple meurtri qu'une certaine élite freine des quatre fers pour ne pas aller dans le sens de la résolution de ces difficultés qui maintiennent encore
ce pays et toute l'Afrique, parce que ce n'est pas seulement une question centrafricaine, quand on analyse, n'est-ce pas, dans cette situation qui ne permet pas justement qu'on puisse respecter l'homme noir en général, mais l'Africain en particulier. Qu'est-ce qui explique ce comportement de ces élites? Peut-être qu'il faut interroger la psychanalyste pour comprendre, parce que ça ne peut pas être compréhensible autrement que comme ça. Mais peut-être, on va évoquer ces siècles d'esclavage qui sont passés par là. Voilà, on parle beaucoup entre nous et de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y a aussi l'esclavage arabo-berbère qui a frappé aussi cet espace puissamment. Et on l'a dit, que beaucoup de gens se sont réfugiés ici parce qu'autour de nous, autour de cet espace, c'était vraiment des pratiques innommables d'une violence hors pair. Donc, il y a aussi le siècle de colonisation. On parle souvent de la colonisation. Je me souviens quand on parle, par exemple, des débats concernant le Congo et les affres de ce criminel hors pair. On ne parle de Hitler, mais lui était peut-être plus puissant que Hitler. Je parle du roi Léopold II. Et on fait référence, par exemple, à la collecte du caoutchouc. Oui. Mais c'était aussi le cas ici en Centrafrique. La question du caoutchouc. Le premier président Barthélemy Boganda, il a orphelin très tôt. Pourquoi ? Parce que ses parents, justement, sa mère et son père n'avaient pas pu ramener les quantités de caoutchouc qui étaient demandées journalièrement. Ils ont été battus à mort. Battus à mort par les Belges. Donc, la question de cette violence à partir de la collecte de ce type de nombre de matières premières dans le caoutchouc, on parle beaucoup, quand on en parle, on voit la République démocratique du Congo. Mais on oublie que la Centrafrique en a subi aussi de manière très violente. La construction du chemin de fer Congo-Océan. Des milliers de Centrafricains sont morts dans la construction de ce chemin de fer Congo-Océan. On venait ici, on les prenait par milliers, on envoyait dans ce chantier et ils travaillaient dans des conditions incroyables. Dans des conditions incroyables, exactement comme vous vous souvenez, pour ceux qui se parlent du Cameroun, le chantier de Ndjok, pour faire le chemin de fer qui va de Douala à Yaoundé, passant par Ezeka, où les conditions de travail étaient terribles. Et on recrutait les Camerounais de toutes les zones du Cameroun, de toutes les régions camerounaises. C'était le cas ici en Centrafrique. Et il y a la question de des deux guerres, mais parlons de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est qu'elle est la plus visible. Je rappelle aux Africains que le premier regroupement qui part de Douala pour Fort-Lamy dans N'Djamena, premier regroupement, premier contact, 17 000 hommes. Et parmi ces 17 000 hommes, il y avait des milliers et des milliers de Centrafricains. Et ce Jean Koudougou, elle est aujourd'hui le visage le plus connu de cette équipée-là. C'est eux qui vont quand même libérer la France. C'est eux qui vont permettre une nouvelle réécriture du droit international avec la création de l'ONU. Donc l'une de vocations justement était de libérer les pays occupés par le biais de cette colonisation dont on continue de subir les affres aujourd'hui. Mais le résultat, c'est lequel? C'est ce que Mbanda vient de décrire. C'est que beaucoup de nos élites de l'époque, peut-être parce qu'ils avaient des cerveaux totalement lobotomisés. Alors, M. Ndom, malgré tous ces sacrifices des tirailleurs africains, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette reconnaissance? Toujours on en revient jour et nuit dans les mêmes crises. Pourquoi? Mais parce que le monde tel qu'il fonctionne, le monde libéral, non-libéral, capitaliste, impérialiste, il faut que l'Afrique reste le ventre mou de ce qu'on appelle la géopolitique mondiale. Parce que c'est elle qui permet de maintenir les équilibres, qui permettent que ces gens-là continuent de piller notre continent comme le pillent pour affronter les autres et dominer le monde de manière condescendante. Si les Centrafricains aujourd'hui ne comprennent pas qu'on n'est plus seulement au niveau du diagnostic posé, mais nous avons avancé au niveau des solutions pour soigner le mal. Et il a deux exemples. Le premier exemple, la question de la réécriture de la Constitution. Oui. C'est quoi? C'est donner à la Centrafrique le pouvoir, à partir de cette mer des lois, de reconquérir sa souveraineté. Deuxièmement, la question du Bitcoin, c'est de donner les moyens sur le Sangocoin, évidemment, sur le plan financier, pour faire redécoller l'économie centrafricaine et en faire un fleuron, n'est-ce pas, de dignité sur le plan africain. Et c'est à ce moment qu'on trouve encore à l'intérieur de pays, comme un peu partout sur notre continent, des gens qui ne veulent pas bouger, qui sont dans un statu quo, dit vraiment des gens qui ont été traumatisés avec le syndrome de Stockholm. Ils ne veulent pas avancer. C'est pas parce qu'ils ont peur des répercussions à venir. Il y a l'ignorance, n'est-ce pas?
pour beaucoup. Il y a l'obscurantisme, mais il y a aussi le fait que pour beaucoup, c'est la situation actuelle. Elle est en droit digne par rapport, n'est-ce pas, à l'héritage qu'ils ont reçu, celui des évolués. Vous savez qu'ils avaient fait des stratifications au sein des populations africaines, et il y avait la classe des évolués, donc ceux qui étaient un peu à côté de ceux qui nous dominaient, et qui, je peux vous le dire, avaient beaucoup d'intérêt à protéger. Et ces évolués africains aujourd'hui n'ont pas totalement disparu, on parle d'Indo-Colons. Pourquoi? Parce que pour eux, le fait qu'il y ait un chamboulement de cet ordre-là ne leur donne plus le droit à tous les avantages qu'ils ont dans cette société dans laquelle nous avons. Ils ont des passe-droits et des avantages incroyables. Et ils pensent les protéger en maintenant le statu quo. Alors que un bouleversement de cet ordre hiérarchique unique dans lequel nous sommes profiterait davantage à eux, peut-être même aux autres gueux comme nous, qui auront la chance nous aussi d'avoir un peu de lumière au soleil. Donc, c'est une question de conscience. Cette prise de conscience-là, elle ne peut se faire que par le bien de beaucoup de pédagogie. C'est pour cela que je félicite le gouvernement centrafricain d'avoir posé sur la table ce débat, le débat sur la modification de la Constitution, le débat sur la création de syndrome Cohen, pour que ce ne soit pas seulement des questions qui concernent certaines élites qui vivent dans une certaine bulle. Il faut que le peuple s'en approprie en face. Si elle c'est problématique, c'est ça le début de l'indépendance. C'est quand vous êtes conscient que vous avez participé à l'élaboration des mécanismes et des machines, des institutions qui vont vous libérer demain. Et là, on voit la différence entre les choses qui sont imposées, on vient de le décrire, et les choses que nous-mêmes, nous allons participer à la création et à l'élaboration. C'est ça l'enjeu central aujourd'hui, au niveau de la Centrafrique, comme dans la plupart des pays africains, il faut le dire quand même. La Centrafrique n'est pas une exception, mais le cas de la Centrafrique est quand même douloureux, parce que quand on fait l'analyse entre les moyens dont détient ce pays et le niveau, on nous a dit ils sont presque avant-derniers dans l'indice de développement humain, c'est là, là où le bas blesse. Donc un Qatari ne peut pas parler à un Centrafricain, un Koweïtien ne peut pas parler à un Centrafricain, un Émirati ne peut pas parler à un Centrafricain. Après 62 ans d'indépendance, est-ce que cela est justifiable? Mais vous avez vu de quoi ont été faits, n'est-ce pas, cette période-là, elle était échelonnée de quoi? De quoi? Des crises à ne plus en finir, des guerres à ne plus en finir, des présences de ces forces militaires. Maintenant, c'est des forces sous le couvert de l'ONU, mais c'était d'abord des forces militaires françaises. Les bases militaires françaises sur le sol centrafricain, vous n'avez pas oublié la barre de Bois, qui était le centre stratégique et logistique de toutes les barbouzeries, pratiquement dans cette Afrique centrale. C'est ça, la vérité. Donc, ça donnait quoi? Ça donnait une discontinuité historique. Et pourquoi on refuse cette liberté de coopération à l'RCA? Mais parce que je continue de vous le dire, nous sommes la dernière frontière des possibilités de développement dans le monde, l'Afrique. Et comme Samir Amin le disait, ils ont conçu le monde avec deux pôles, le centre et la périphérie. Samir Amin, c'était un économiste égyptien, et à son âme. Et pour eux, nous devons être confinés éternellement au niveau de la périphérie, avec pour seule valeur d'être la base où ils viennent puiser l'ensemble des ressources pour nourrir le centre, continuer à faire rayonner le centre sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social. Et nous, on a l'impression que c'est une catastrophe. Nous sommes, comment dire ça, nous sommes héritiers des chambres. Ces gens qui étaient maudits par Dieu, et que bon, c'est tout à fait normal que nous restions dans cette position. Le début de la libération pour un esclave, le début de sa libération, c'est sa prise de conscience de sa situation d'esclave. Et c'est à ce niveau qu'une pédagogie renforcée doit continuer à prendre corps au niveau de ce pays. C'est ça qui explique les excellents débats et avis que nous avons eu sur ce plateau depuis pratiquement une semaine. Et je dis que ça ne doit pas être comme des épiphénomènes.
ou bien des effets d'annonce. La jeunesse centrafricaine, surtout elle, je m'adresse à elle en premier, parce que c'est elle qui va être le moteur du changement demain, doit s'approprier de toute cette réalité-là et comprendre le sens, les défis qui sont les siens dans la transformation de ces réalités pour permettre enfin à ce pays de pouvoir évidemment se libérer de cette tutelle, se développer pour le bonheur de ses enfants, mais surtout rayonner au sein de ce continent meurtri qu'est l'Afrique comme le phare qui donne la possibilité aux Merci monsieur Ndom Parfait, nous allons revenir vers vous. Alors je me tourne vers vous monsieur Serge Espoir. Vous avez écouté les uns et les autres. Si on vous demandait de faire une lecture panafricaniste de la coopération entre la RCA et la communauté internationale, quelle lecture feriez-vous? Avant de répondre à votre question, j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est ce qu'on veut nous imposer, que l'histoire de l'Afrique commence à partir du moment où on parle de l'esclavage. Mais ce qu'il faut dire aux Africains et ce qu'il faut dire au monde, c'est que tout ce qui se fait ailleurs, c'est en Afrique qu'ils ont appris à les faire. L'Afrique avait ses organisations et l'Afrique avait son fonctionnement bien dans avant, le cadre de l'écriture qui a été bien avant que on ne commence à instrumentaliser les Africains, bien avant qu'on apporte la Bible aux Africains, bien avant qu'on apporte le Coran aux Africains. L'Afrique avait déjà ses religions. Donc, l'histoire de l'Afrique, si nous faisons des choses sans convoquer l'histoire, ça veut dire que nous serons toujours en train de suivre le chemin qu'on voudrait que nous puissions suivre. L'Afrique a une histoire. Chaque pays de l'Afrique a une histoire qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui est tout simplement la conséquence du fait de n'avoir pas pu assumer qui nous sommes depuis toujours et de n'avoir pas pu continuer dans ce que nous étions. Vous savez, quand on a créé ces organisations ONU, Banque mondiale et bien d'autres choses, c'est pour des fins. C'est pour des fins. Vous avez vu avec l'évasion américaine en Irak que l'ONU a perdu dès cet instant-là toute sa crédibilité. Voilà un pays membre de l'ONU qui est attaqué par un autre pays et ce pays se plaint. Les Américains disent on n'a pas besoin de l'aval de l'ONU mais on fonce. Qu'est-ce qui est arrivé aux Américains après cela? Rien. Mais oui, il faut insister sur le fait que selon les principes de l'ONU, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, si l'un d'eux oppose à une décision de l'ONU, cette décision n'est pas valable. Elle n'est même plus applicable. Elle n'est plus applicable. Mais les États-Unis, défenseurs de la démocratie mondiale mondialisée, ont violé allègrement notre veto. Et c'est ce que le président Banda vous disait tout à l'heure, que nous, on croit le manœuvre Béa, n'est-ce pas, comme des gens qui vont à l'église de dimanche, à ce sacro-saint principe de ces statuts, alors que les autres, quand ça les arrange, ils peuvent les piétiner. C'est ça le sens du chemin de ces relations internationales. Merci, monsieur Ndom. Lorsque j'ai fini de dire cela, essayons donc de regarder le comportement de ces derniers vis-à-vis des pays africains. Parce qu'en réalité, en convoquant l'histoire, nous devons savoir que nous sommes aussi les écrivains de l'histoire. Madame, il y a quelque chose de formidable qui se passe depuis quelques jours dans l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Nous avons tous écouté. Les Africains ont écouté. Le monde entier a écouté. Le président Zelensky demandait l'aide de l'ONU et l'implication des hommes de l'ONU en Ukraine. Vous avez vu la réponse de l'ONU? Après 6 mois de guerre. Vous avez vu, dès le début de l'escalade, si on va appeler ça escalade, dès le début de l'opération militaire, vous avez vu la réponse de l'ONU? L'ONU a envoyé combien d'hommes jusqu'à présent? Aucun homme. Pourtant, l'Ukraine est demandeur. L'Ukraine est demandeur. Revenons donc dans le comportement de l'ONU et ses différentes instances en Afrique. En République démocratique du Congo, la présence onusienne de ce côté-là dure combien de temps? La paix est-elle revenue de ce côté-là? Au Mali,
en Centrafrique pour parler du cas de la Centrafrique. Le docteur Yam nous faisait ressortir le nombre d'années réelles de cette présence militaire. 12 ans. En 12 ans, vous n'avez pas pu ramener la paix dans un pays. Ça veut dire que votre agenda est tout autre que celui de la paix. Donc c'est plus le métier de la paix. Ça veut dire que votre agenda est tout autre que celui de la paix. Là-dessus, nous ne pouvons pas faire un débat. C'est un constat qui est réel. Alors, s'il n'est pas celui de la paix, il est lequel? À vous de le Est-ce dire. une colonisation? Est-ce une occupation? Ou tout simplement le maintien du pays dans une situation grave? Parce qu'après, vous êtes les seuls qui savez comment vous définissez vos indices de pauvreté, de développement humain. Parce que là encore, on va vous dire que le Centrafricain représente, je ne sais pas trop quoi, dans l'indice de développement humain, soit le dernier, patati. L'avant-dernier. Vous le définissez comment? Comment vous expliquez que le Suisse soit le premier mondial, et quand on observe le territoire suisse, on observe ses richesses, on ne voit pas, on voit tout simplement que c'est de l'argent des pays qui est, n'est-ce pas, gardé de ce côté-là, et puis avec des assurés. La majeure partie des pays africains même. Comment vous définissez ça? Est-ce que nous, parce que nous n'avons pas le dollar, $1, ça veut dire que nous sommes pauvres? Madame, nous mangeons, nous dormons dans des maisons, même sous les huttes, nous dormons, nous mangeons, nous cultivons nos champs. Donc il faut forcément que nous puissions avoir le dollar pour que nous puissions représenter quelque chose dans l'indice du développement humain. C'est encore trop grave. Mais je vais plus loin, madame. Pour dire que quand on définit une stratégie, parce que tout développement est avant tout stratégique. Ce qui nous dérange au niveau africain, c'est qu'on pense qu'un développement se fait ex nihilo. On se lève et puis on dit, bon, on va faire ceci. Non, tout est stratégique. Pour tout développement, il y a ce qu'on appelle des cabinets stratégiques qui travaillent. Nos défauts en Afrique, c'est que nous ne construisons pas d'abord des cabinets stratégiques spécialisés dans le développement. Nous pensons que parce que nous avons adopté un système qui ne marche plus dans le monde, qu'est la démocratie, parce qu'on nous a montré que c'est le chemin à suivre, nous nous lançons dedans et puis nous commençons, non, il va mal, non, il fait mal, non, il fait... Non, 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 madame. Mais, Président Matomba... Même aux États-Unis... Oui. Ce n'est pas les différents présidents que vous voyez là qui défilent, qui définissent la stratégie de développement américaine. Je suis désolé. Ce ne sont pas eux. Président Matomba... C'est un groupe de personnes derrière qui définissent la stratégie. Et aujourd'hui, on peut penser que bon, voilà, un républicain, il va passer parce qu'il faut qu'on attaque tel pays, on règle tel problème. Demain, voilà un démocrate, il faudra qu'il passe. Vous voyez ce qui se passe en France. La dernière élection même est très illustrative. On dit non, c'est encore mieux qu'on continue avec celui-là parce qu'il faut régler tel ou tel problème. Tout est stratégie. Pourquoi nous évitons la stratégie? Et à la fin, nous tombons dans le piège selon lequel on nous reproche d'être à l'origine de ce qui nous arrive, et pourtant il y a une grosse manipulation qui est faite en amont. Et nous refusons, plus grave, de nous assumer, d'assumer que nous pouvons faire, nous pouvons réagir, nous pouvons développer. Mais il n'y a pas que la présidente Samba Panza. Est-ce que vous savez, ceci n'est pas une information puisque c'est connu, que le président Touadéra a failli ne pas prêter serment parce que le Drian présent à Bangui a voulu qu'il signe des documents qu'on a antidatés, ou du moins qu'on a datés après, je vais dire, comment vous appelez ça, la prise de fonction, pour brader le sous-sol, les minéraux centrafricains. Et il a dit non. Est-ce que vous le savez que le président Touadéra, en poste là, a refusé, et on lui a dit qu'il n'y aura pas prestation de serment s'il ne signe pas ces documents. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais lorsque les députés, vous avez suivi ici hier, on est allé dire aux députés, si vous ne faites pas passer cette dame présidente, c'est-à-dire l'ambassadeur français, il est allé à l'hémicycle. Si c'était fait de nuit, on pouvait encore dire que bon, les autres vont dire que c'est à cause d'une manipulation. À l'hémicycle, il est allé le dire, si vous ne votez, si elle ne passe pas présidente, alors nous coupons tout l'aide que nous donnons à la RCA. Vous pensez que la RCA a véritablement besoin de l'aide de la France? C'est la RCA qui peut nourrir la France?
Vous pensez que le territoire français est plus grand que celui de la RCA? Non. Vous pensez que le territoire français est plus riche que celui de la RCA? Non. Pourquoi est-ce que les Centrafricains doivent subir au nom du fait que certains se sont déclarés être des puissances et empêchent d'autres de devenir des puissances? Alors, en vous écoutant... Madame, permettez-moi, Okay. je vais peut-être chuter par là. Okay. Lorsque le président Touadéra arrive au pouvoir, vous savez, je ne sais pas si c'est classé à Corps Défense, je ne sais pas trop. Bah, combien d'armes il trouve dans les réserves de l'armée? 47 Kalachnikov. 47 pour toute une armée. C'est ce qu'il a trouvé. C'est avec ça qu'il devait combattre ce qu'on appelle en Afrique des groupes armés. Ailleurs, en Occident, dès que vous avez un couteau, un seul couteau, à plus forte raison une arme, vous êtes terroriste. C'est comme ça qu'on vous qualifie. Mais en Afrique, vous portez des armes contre l'État, vous portez des armes contre les citoyens, on vous qualifie d'hommes de groupes armés. Mieux, on a maintenant les groupes politico-militaires. Montrez-moi un seul groupe politico-militaire en Occident. Merci, monsieur Serge. Montrez-moi un seul. Parce que lorsqu'on dit, on réussit à imposer à un État de s'asseoir avec des individus qui ont porté des armes pour poser leurs revendications, et qu'on qualifie ces personnes de groupes politico-militaires, c'est une insulte à l'intelligence africaine. C'est une insulte vis-à-vis de l'État. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire subit. Parce qu'à un moment donné, on a dit au président Gbagbo, eh bien, vous n'avez pas de choix, vous devez vous asseoir avec ceux-là qui sont devenus des groupes politico-militaires. Les forces nouvelles. Les forces nouvelles. Et il y a toujours un médiateur qui vient de quelque part. Un médiateur qui vient de quelque part, mais qui ne joue toujours pas en faveur de l'État. Parce qu'il faut maintenir l'État dans une étape d'aliénation, de dépendance. Vous croyez que nous avons vraiment besoin de l'aide de ces pays-là? Depuis combien d'années on nous dit qu'on nous assiste, on nous aide? Quelles sont ces aides qui ne nous permettent pas de nous passer de l'aide? Quelles sont ces aides? De quoi parlons-nous? De quel type de coopération parlons-nous avec ces différents pays? Donc il est temps, madame, que les choses soient beaucoup plus claires. L'Afrique, le Centrafrique aujourd'hui doit s'assumer, et le premier élément de la véritable réindépendance, parce qu'on ne parle pas, on parle d'indépendance comme si c'était une affaire, on a été avant, des États indépendants. Ils sont venus avec leur histoire d'esclavage, d'histoire après de colonisation. C'est comme si l'histoire a commencé. Donc à partir de ces moments, la première étape de cette véritable réindépendance, c'est la réécriture de la loi fondamentale. La Constitution, la réécriture. Je salue et j'ai salué le fait que le peuple ait demandé la réécriture, pas la révision. Révision, c'est une chose. La réécriture de la loi fondamentale. Parce que c'est cette loi fondamentale, madame, qui définit le cap de la nation, qui donne la véritable liberté à un peuple, qui définit la stature d'un État. Et il est important que les Centrafricains se lancent dans cela. Alors, merci, M. Serge Espoir Matumba, en vous écoutant parler, après toutes ces années de soutien qui ont des résultats mitigés, néfastes, je peux le dire, alors, pour vous, de quelle coopération la RCA on a-t-elle besoin actuellement? Quelle doit être bilatérale ou multilatérale? Écoutez, déjà, quand vous dites soutien, je suis gêné parce que il ne sait pas agir de soutien depuis toujours. Vous savez pourquoi les institutions comme le FMI, la Banque mondiale sont nées? Je vais vous prendre un exemple. La France aujourd'hui a une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, qui a plus de 120% de son PIB, le PIB d'endettement. Vous avez entendu le FMI demander à la France
de se lancer dans une... dans un programme d'ajustement structurel. Vous avez entendu ça quelque part? Jamais. Ils ne parlent même pas. Ils font même comme si la France n'est pas endettée. Mais lorsqu'ils viennent ici, ils ont créé une situation dans laquelle, déjà la Centrafrique ne peut pas être économiquement indépendant. Mais après, ils viennent vous dire, ah, on va vous payer les salaires de ceci. La Banque mondiale y compris. Ah, on va faire ceci et cela. Et puis plus tard, quand vous commencez à émerger ou alors à sortir la tête de l'eau, on vient vous dire... Vous devez rembourser. Les échéances de remboursement changent. Il faut accélérer. Mais puisque vous ne pouvez pas accélérer, la société d'énergie, là, NRK, il faut la privatiser. On sait déjà qui va prendre. C'est une société déjà qui appartient, entre parenthèses, au groupe. Telle structure, il faut la privatiser. Voilà pourquoi ces structures viennent en Afrique, en réalité. Elles viennent en Afrique uniquement pour contrôler l'économie et rendre les économies africaines dépendantes. Je le dis encore, si une aide ne vous permet pas de vous passer de l'aide, alors cette aide n'est pas utile. Ça veut dire, madame, pour répondre à votre question, ces pays ne sont jamais venus nous aider. D'ailleurs, il n'existe pas d'amitié entre des pays. Ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts. Monsieur, merci à vous, Président Matomba. Président Bandakani, alors j'espère qu'on va partager vos notes ensemble. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. La coopération entre la CIA et la communauté internationale est-elle essentiellement néfaste? Est-ce qu'il n'y a pas un type de coopération qui a quand même produit des résultats palpables, bénéfiques à ce pays? Écoutez, on ne va pas caresser quelqu'un parce qu'il rit bien. On ne va pas nous mettre à magnifier la coopération internationale parce que il faut, pour ne pas énerver le blanc, pour ne pas énerver certains publics, il faut arrondir les angles. On parle des faits. Quand je coopère, c'est que tu m'apportes quelque chose et tu reçois de moi quelque chose. Tout à fait. Si on veut établir le bilan, chez Bachir, ce bilan peut être unilatéral. Ça veut dire quoi? C'est les causes africaines qu'on pose de pareilles questions. C'est les causes africaines où on pose que bon, est-ce que cela n'a rien apporté de bon? Mais qu'est-ce qu'on a aussi apporté à ces gens? Qui évalue ça? Personne. Il faut approfondir les questions, il faut approfondir les éléments de langage. Il faut commencer par évacuer les éléments de langage. Parce que tout se joue là. Vous faites un débat, on vous dit, bon, c'est tout un négatif, mais de quoi est-ce qu'on parle? On dit coopération. Oui. Tout à l'heure, vous parlez de l'aide. Voilà la différence entre la coopération et l'aide. Un temps, on vous dit aide. La même chose, on dit c'est la coopération. Mais finalement, c'est quoi? C'est l'aide ou l'aide c'est la coopération c'est l'aide. Tout ce flou-là s'est entretenu à dessein pour fausser le véritable débat et masquer la réalité. Où est le véritable débat? Dans la coopération, qui apporte quoi à qui? Faites la balance de cette coopération. Qui a donné plus que l'autre? Dans le cas présent, ce sont les Africains en général et le Centrafrique en particulier. C'est toujours nous qui donnons plus que l'autre. Lorsque, par exemple, vous prenez le budget de l'ONU, de la MINUSCA ici, Yann connaît peut-être la valeur de ce budget, je ne l'ai pas en tête. Mais vous croyez qu'on vient mettre une opération de maintien de la paix dans un pays, de cette dimension-là, à ce niveau de montant, une chose est sûre, c'est supérieur au budget de l'État. Supérieur au budget de l'État. Alors, ça s'appelle quoi? On est en train d'apporter quoi au Centrafrique? 2 fois supérieur. Au budget de l'État. On est en train d'apporter quoi? Posez-moi la question. On est en train de porter quoi? Rien que le fait. Qu'est-ce qu'on apporte juste? Rien. On vient exploiter la Centrafrique, on vient piller ses ressources. Mais je vais aller même plus loin. Rien que le fait d'accepter qu'il y ait une force de maintien de la paix ici, c'est du recyclage budgétaire. Est-ce que vous le savez? Je ne parle même pas de blanchiment d'argent. Rien que ça. Parce que quand des gens viennent s'installer ici, ils sont payés en dollars, ils ne sont pas payés, le franc CFA n'existe pas. Ils sont payés en dollars. Ça veut dire que s'il n'y a pas le Centrafrique en l'état, on ne peut pas les payer en dollars. Ils sont payés en dollars. Ils sont ici en mission. Je dis rien que leur traitement, rien que le traitement, le vocabulaire du traitement. Ils sont ici en mission. Ils ont des frais de ceci, ils ont des frais de cela, ils ont des frais. Dans un pays pauvre,
Dans un pays déclaré pauvre, mais regardez le train de vie ici. Mais est-ce que l'intensité de la mission ne justifierait pas un tel budget? Non, on parle d'à peu près. C'est ça le problème. Président Vandakani, on parle d'environ 1 milliard de dollars. Je crois qu'on ne s'entend pas bien. Oui. On dit la même chose. C'est ça. 116 millions Voilà. De dollars. Avec 17 000. Mais on dit la même chose. Oui. Donner cet argent à l'armée. Mais comment? On dit la même chose. On va encore faire ce débat. Sous commandement. Je veux démontrer quoi? Oui. Vous voyez? Oui. Parce que quand on vous parle, on vous dit, d'abord, c'est vous qui vous apportez quoi? D'abord, c'est faux. Le fait d'être présent en Centrafrique, rien que le fait que le Centrafrique accepte, et on a jamais demandé son avis puisqu'on impose ça, mais c'est la Centrafrique qui a enrichi l'ONU. Je parle seulement de l'ONU, hein. L'ONU là, dans sa fémania, qui est mondialement connue là. Vous savez que l'ONU est l'organisation la plus corrompue au monde, et tous les gens le savent. C'est vous qui le dites. Je ne le dis pas, c'est leur propre rapport. Oui. Je ne le dis pas, leur propre rapport qu'ils mettent sur le pas. Ils mettent ça sur le tapis chaque fois. Il y a au moins 4 ou 5 rapports d'audit de l'ONU. C'est l'organisation la plus corrompue au monde. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. Oui. Je parle en public. Oui. C'est un fait. Mais rien que le fait de venir ici, s'installer là, le Centrafrique, en acceptant simplement la posante de l'Ougène, est en droit de revendiquer, en termes de contrepartie, au moins le même budget qu'on a à l'ONU, plus son budget. À qui va-t-elle revendiquer cela, président On ne peut pas Vandakani? savoir, mais ça montre donc l'iniquité des relations internationales. Ça montre que ce sont des rapports diaboliques. C'est trop d'injustice, ça. Je n'en même pas loin. Hein. Je ne parle pas du fait que ils se servent sur la bête. Autrement dit, ça dit que j'ai parlé de ça ici. Ils pillent vos richesses nationales. Quand les rebelles pillent les richesses, ils savent faire quoi? Est-ce que les rebelles savent gérer les richesses qu'ils pillent? Mais c'est établi. Ils donnent ça à l'ONU. Ils donnent ça à l'ONU. Quand ils pillent les richesses, c'est l'ONU qui prend ça. L'ONU prend ça, sans compter les entreprises là. Hein? L'ONU prend ça. Donc, j'ai seulement pris un exemple simple. Le Centrafrique ne fait rien. Il accepte simplement que voici mon territoire, installez-vous. Encore qu'on lui impose l'installation. Vous voyez déjà ce qui se passe. Vous voyez? Donc, l'idée même de coopération est biaisée dans son contenu. C'est-à-dire qu'on fait comme si on donne aux Africains, alors qu'en réalité, c'est l'Afrique qui donne. Tous les recherches ont démontré, les ONU ont démontré que quand l'Afrique reçoit 100 francs, en termes d'aide, elle dit que le retour là-bas, écoutez bien, le retour c'est 1500. Elle dit quand l'Afrique reçoit 100 francs d'aide, ce sont des études qui ont été faites, y compris par la Banque mondiale. C'est le minimum. Le minimum, hein? Oui. Elle dit que c'est une Zimbabwéenne qui a fait cette étude-là. On la connaît, oui. Elle dit qu'elle a démontré. Voilà. Et elle n'est pas la seule. Elle dit qu'on lui donne 100 francs, ça rentre, je dis même quoi? Ça rentre au moins, ça rentre 10 000. En fait, ce que vous voulez dire. Ça rentre 10 000. Qu'on lui donne 100 francs, ça rentre 10 000. Mais on parle de quoi? Donc si on fait une vraie évaluation de la coopération, mais comme elle est vrai débat sur la table. C'est 9 900. En tout cas, pas aux Africains. Merci, président Vandakani. En 30 Alors, secondes, on va chuter, puisqu'on va juste donner une minute à chacun, malheureusement. On poursuivra la même thématique. Voilà. Il y a les principes, même du droit international. Principe de souveraineté et de l'égalité des États. Il y a celui de la légitime défense. Voilà les principes qui fondent les relations internationales. Monsieur Bachir, comment il est possible d'un pays africain de jouir de ces principes-ci? Comment c'est possible? On vous dit égalité, souveraineté des États, souveraineté, égalité, les légitimes défenses. Comment il est possible pour un pays africain de jouir de ceci, de ces principes-ci, du droit international dans les relations internationales? Comment c'est possible? C'est une question qui trouvera sa réponse ce soir. Alors, allons-y par là. Docteur Yam, en une minute peut-être, on va donner la même... Ces principes ne peuvent être opérants que dans la mesure où les différents souverains, en fait, sont de même niveau. Ça, c'est Hobbes, Léviathan. J'aimerais dire juste 4 petites choses. Elles vont être très rapides. La première, par rapport à la MINUSCA, je pense que les Africains doivent se lever, faire une pétition à l'ONU pour exiger que toutes les missions de maintien de la paix de l'ONU soient mises sous commandement des états-majors et des présidents des pays dans lesquels ils se trouvent. C'est extrêmement important et il faut le faire dès demain. L'autre chose que j'aimerais dire, le postulat selon lequel la responsabilité principale et ultime de la situation du Centrafrique doit être attribuée aux colons et aux néocolonisateurs, à mon avis, c'est un indicateur fort pour les Centrafricains. Il indique deux choses fondamentales. La première, c'est l'urgence
Et la deuxième, c'est la possibilité, l'urgence et la possibilité d'une réconciliation nationale et d'un consensus entre tous les acteurs politiques. Puisque il est clair, factuel, que vous n'êtes pas les principaux responsables et que de façon ultime, les responsables sont ceux qui colonisent et ont colonisé ce pays, mais vous avez l'opportunité de vous réconcilier, de faire un consensus à partir duquel donc vous allez pouvoir, chacun en s'affranchissant de l'influence des réseaux internationaux, construire véritablement et enfin votre pays. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les Centrafriques comprennent que grâce à la valeur prouvée de leurs ressources minières aujourd'hui, de 16 sur 16% du territoire seulement, c'est 3 000 milliards de dollars, 1 800 000 milliards de francs CFA. C'est supérieur au PIB de la France, qui n'est que de 2 800 milliards de dollars. C'est supérieur. Donc on comprend qui a besoin de qui pour vivre. Avec l'hypothèse que si on industrialisait aujourd'hui le Centrafrique, cette fortune bondirait à 20 fois minimum, mais probablement à 50 fois plus que ça. Donc vous comprenez qui a besoin de qui. Et l'autre chose que je voudrais dire, ça c'est pour rassurer un peu nos amis centrafricains. Par là nous sortons. Oui. Grâce à la tokenisation, grâce au projet Sango, leur fortune potentiel prouvé aujourd'hui de 300 millions de francs CFA par habitant sera protégé. Parce que, en fait, la tokenisation a pour but de conserver la valeur et de la bonifier dans le temps. Ce qui fait que le Centrafrique a la possibilité, grâce au projet Sango et grâce donc à la tokenisation, en fait, d'assurer une prospérité durable et partagée par tous. Merci, Dr Yam. Alors, monsieur Ndom, pour en finir, vous avez seulement 1 minute. D'abord, je tiens à le rappeler à l'ensemble des Africains, il y a des débats qui ont ressurgé ces derniers temps en Occident. Parmi ces débats, il y a le fameux débat de la mission civilisatrice de la colonisation. On tend à nous faire croire, à nous faire avaler que pour les Africains que nous sommes, la colonisation, ce fut une très très bonne chose. Anti-wokisme. Ne l'oublions pas. Or, laissons même les débats de fond qu'on a menés là. Vous avez dit quelque chose de très essentiel. Le simple fait que sur ce débat-là aujourd'hui, on parle français. La colonisation nous a aussi apporté quoi? Le génocide de nos cultures, donc de nos langues. Il aurait été plus intéressant aujourd'hui que ce débat se fasse en Sango. On aurait eu une meilleure couverture, n'est-ce pas, de l'ensemble des citoyens de ce pays et qui serait en capacité à la fin de ce cycle de débat de bien comprendre les enjeux et s'impliquer fortement pour la résolution de ces problématiques. Malheureusement, nous utilisons encore la langue de colon et les gens trouvent que c'est normal. C'est pour cela que quand on se lance dans le projet de réécriture de la Constitution et que nous voyons des Africains, des Centrafricains, je dis bien bloqués, prenez des cartes, fait que non, il ne faut surtout pas toucher à la Constitution de 2007. C'est-à-dire qu'ils refusent de facto de se donner une arme pour se libérer, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est ça la question de ces nègres de maison. C'est-à-dire qu'il y a des nègres comme ça. Maintenant, tu n'es plus esclave. On enlève les chaînes, libère-toi. Il tourne, il fait 2 tours, il revient, dit que mais patron, je dois aller où? Je suis à l'aise ici. Je suis à l'aise ici. Okay. Alors, ce refus de prendre sa destinée en main, on ne dit pas que ça sera facile. On dit que ça va être même difficile. On va tomber, on va se corcher les genoux, mais au moins, nous aurons ceci de particulier que ça va être notre destinée, que nous allons nous-mêmes construire, la prendre en main et dessiner le cap, n'est-ce pas, de l'orientation de cette liberté. C'est ça le plus essentiel. Merci à vous, patient parfait d'homme. Alors, je crois qu'on est arrivé au terme de cette édition. Merci à nos chers panélistes qui ont été avec nous tout au long de cette édition spéciale. Merci à toi aussi, Bachir. On se donne rendez-vous ce soir pour le débat qui continue toujours sur l'édition spéciale consacrée à la question de la coopération entre la RCA et la communauté internationale. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
votre chaîne de télévision panafricaine